Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être à nouveau avec vous. Mon nom c'est Germaine Hallyday Azokota, je suis enseignante de PCT et j'interviens dans les cours secondaires. Alors le cours de ce jour portera sur l'étude du circuit RLC. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, il me plaît de vous rappeler les gestes barrières contre le Covid-19. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, rester chez soi, mais en cas d'extrême nécessité, n'oubliez jamais de porter votre masque. Et enfin, respectez les mesures de distanciation sociale d'1 mètre. À présent, place au cours. La séquence de ce jour portera sur l'étude du circuit RLC. Le circuit RLC que l'on retrouve dans des oscillateurs électriques, qui sont en fait des oscillateurs électriques, que l'on retrouve dans des postes radio. Alors, l'objectif de cette séance-là va consister à rechercher la nature d'un dipôle. Un dipôle qui se retrouve dans ce circuit-là et à retrouver également la tension aux bornes du générateur, l'intensité du courant électrique qui circule dans le circuit, à caractériser également ce dipôle. Mais avant, je voudrais vous amener à comprendre davantage une notion. Alors, je considère le schéma de montage que voici, dans lequel vous voyez un GBF, un générateur à basse fréquence, qui alimente un ensemble de conducteurs ohmiques de résistance R, une bobine inductive d'inductance L, un condensateur de capacité C. Alors, la tension délivrée par ce GBF est une tension alternative et vous le constatez à travers son symbole. Dans beaucoup d'évaluations, on vous demande de faire des connexions pour visualiser la tension aux bornes du générateur et l'intensité du courant électrique qui circule à travers le circuit. Je voudrais donc vous montrer une petite astuce qui pourrait vous aider à réussir dans toutes les conditions. Puisque sur la voie, je suppose par exemple que c'est sur la voie 1 qu'on veut visualiser la tension U aux bornes du GBF. Et sur la voie 2, on veut visualiser la tension aux bornes du conducteur ohmique. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je porte mon attention sur le GBF que voici. Et qu'est-ce que j'essaye de mettre 2 traits là pour encadrer en quelque sorte le générateur, parce que le générateur attire mon attention. Puis après, le conducteur ohmique, parce qu'on veut visualiser la tension aux bornes du conducteur ohmique, eh bien je cible aussi le conducteur ohmique et je fais la même chose. J'encadre en quelque sorte le conducteur ohmique. Toujours pas 2 traits. Donc j'ai ce trait là et j'ai un deuxième trait, mais il se fait que j'ai déjà un trait là qui peut, en association avec celui-ci, encadrer le conducteur ohmique. Mais je vais tout de même mettre ce trait là pour en faire un double. Eh bien, constatez que c'est là où se trouve le double trait que je vais mettre la masse. Je mets donc la masse ici. D'accord? Et puisque c'est la tension aux bornes du GBF que je dois visualiser sur la voie 1, la masse et la voie encadrent le dipôle en question, je mets donc la voie. À ce niveau, c'est la voie 1. Et puisque sur la voie 2, je veux visualiser la tension aux bornes du générateur, eh bien, je complète pour avoir la voie 2. Mais mon schéma n'est pas au complet, parce qu'il me faut matérialiser le sens du courant électrique et la tension aux bornes du GBF. Alors, j'ai la voie et j'ai la masse qui encadre le générateur, à supposer que je mette par exemple un point A là
j'ai la masse ici. Ce que je visualise sur la voie 1, c'est la tension UAB. Et la flèche représentative de la tension UAB doit être orientée vers ce premier point qui est A. D'où le sens. D'où la flèche représentative de la tension au bord du générateur. Et comme il s'agit d'un générateur, la tension et le courant ont toujours le même sens, eh bien j'ai, voilà, I, le sens de courant. Et maintenant, pour ce qui concerne le conducteur ohmique, eh bien, il se comporte ici comme un récepteur, donc la tension à ces bornes ne doit pas avoir le même sens que le courant. Donc je fais comme ça. J'ai la tension UR. Voilà un peu ce sur quoi je tiens d'abord à attirer l'attention quant aux connexions nécessaires pour visualiser deux tensions. Pour compléter encore plus, eh bien, j'ai la charge, puisque ce courant va permettre de charger le condensateur, il va se développer, bien entendu, sur les deux armatures des charges, mais voici l'armature qui m'intéresse. Donc voilà un peu ce que vous devez retenir sur les connexions à faire pour visualiser la tension. Maintenant, ici, c'est bien un circuit RLC en régime sinusoïdal forcé. En régime forcé, et pourquoi? Tout simplement parce que malgré la présence du conducteur ohmique, la tension présente une allure, la tension imposée, la tension délivrée par le GBF a une allure sinusoïdale et l'intensité du courant qui circule à travers le circuit aussi a une allure sinusoïdale. Donc on parlera du circuit RLC en régime forcé. Alors maintenant, je voudrais attirer l'attention sur autre chose, sur l'impédance. L'impédance, c'est une constante qui caractérise un dipôle. Et l'impédance se note Z. Pourquoi d'ailleurs on parle de constante? Parce que lorsqu'on fait varier la tension efficace aux bornes du dipôle, il est vrai, l'intensité efficace aussi va varier, mais à chaque fois qu'on fait le rapport U représentant la tension efficace sur l'intensité efficace qui traverse ce dipôle-là, nous retrouverons toujours une constante. Et c'est cette constante-là qui est appelée l'impédance. Donc, quand je prends, par exemple, je note donc cette impédance-là, Z, l'impédance de tout le circuit sera donc égale au rapport de la tension efficace aux bornes de l'ensemble du dipôle, puisque la tension aux bornes de l'ensemble du dipôle, c'est égal à la tension aux bornes la tension instantanée aux bornes du générateur G. Donc, la tension efficace aux bornes de tout le dipôle sur l'intensité efficace qui circule à travers le dipôle. Alors, nous savons qu'il existe une relation entre la tension maximale et la tension efficace. Cette relation qui nous est donnée par la formule U max égale à U efficace sur racine carrée de 2. Nous avons également I max qui fait I efficace multiplié par racine carrée de 2. Alors lorsque je tire U efficace, ça me fait U max sur racine carrée de 2. De même, I efficace, l'intensité efficace, va nous donner I max sur racine carrée de 2. Cela veut dire que quand je remplace U efficace par son expression et I efficace aussi par son expression, l'expression de l'impédance va évoluer pour nous donner alors U max sur I max. Parce que les racines carrées de 2 vont se simplifier. Cela veut dire que à partir de l'impédance, nous pouvons avoir voilà, cette
cette formule-là pour l'impédance. Alors ici, l'impédance est exprimée en ohms si la tension efficace aux bornes du dipôle est exprimée en volts et l'intensité efficace en ampères. Il en est de même pour Umax et Imax. Alors, à présent, nous allons nous intéresser, puisque c'est toujours des notions de rappel avant de passer à l'évaluation du jour, nous allons simplement rappeler l'équation différentielle qui régit le fonctionnement de ce dipôle-là. Alors, cette équation différentielle sera obtenue comment? On sait que le GBF est le seul maître, si je peux m'exprimer ainsi, le seul maître du circuit. Donc, la tension à ces bornes, je peux appliquer aussi la loi des mailles, et pour cela, je complète les tensions aux bornes de la bobine et aux bornes du condensateur. Alors, la tension aux bornes du condensateur est représentée comme suit. Je note cette tension-là, UC, et la tension aux bornes de la bobine, UB. Les deux se comportent aussi comme des récepteurs. Alors, en appliquant la loi des mailles, en évoluant donc dans ce sens, je constate que je rencontre la tension UB, puisque je veux aller dans ce sens, la tension aux bornes du générateur U est dans le même sens que celui que j'ai choisi, mais la tension UC est rencontrée dans le sens contraire. Donc, ça me fait U moins UC moins UB moins UR égale à 0. Alors, U, c'est égal à UC plus UB plus UR. Mais il me plaît de rappeler ou de dire que ce que nous choisissons ici comme expression de la tension aux bornes du générateur, c'est U. C'est U égale à U max cosinus oméga t plus phi, et l'expression de I, c'est égal à I max cosinus oméga t. Alors, la tension UC, l'expression de la tension UC, c'est, regardez bien comment la tension UC est représentée. La flèche représentative de la tension UC est dirigée vers l'armature portant la charge Q. Alors, UC me fait d'abord Q, du fait de cette représentation, d'accord, Q, c'est égal à C fois UC. Je peux donc en déduire que UC égale à Q sur C. Quant à la tension aux bornes de la bobine, cette tension aux bornes de la bobine, c'est égal à quoi? Avant de pouvoir exprimer la tension aux bornes de la bobine, il faut observer que le courant qui circule à travers la bobine a le même sens que la force électromotrice E. Donc, on peut constater que le sens du courant, c'est comme ceci. Donc, E, puisque à ce niveau-là, nous l'avons dit un peu dans le phénomène, dans le cours passé, vous avez là une bobine, donc il y a la force électromotrice qui va se développer à ce niveau, puisque le courant qui circule est un courant variable. Cette variation du courant qui, d'ailleurs, le courant qui, on sait déjà que le courant est la source du champ magnétique, donc si le champ magnétique varie, eh bien, il y aura une variation du flux magnétique, cela va faire naître une force électromotrice. Donc ici, nous avons la force électromotrice E au niveau de la bobine, et puisque I et E ont le même sens, regardez un peu le sens de E, comparé à celui de UB, les deux n'ont pas le même sens. Alors, UB, c'est égal à moins E. Or, qu'ils vous souviennent, nous avons dit que E, c'est égal à moins D de phi sur dt.
Mais en matière de phénomène d'auto-induction électromagnétique, phi, c'est égal à Li. L qui caractérise la bobine, c'est une constante qui caractérise la bobine qu'on appelle inductance. Eh bien, E devient moins LD de I sur dt. Du coup, UB va nous donner LD de I sur dt. Qu'en est-il alors de la tension aux bornes du conducteur ohmique? La tension aux bornes du conducteur ohmique, UR, c'est bien égal à RI. RI, voici comment le courant circule et voilà la représentation de la tension aux bornes du conducteur ohmique. Ça nous fait donc RI. Et quand je ramène, en notant ceci, 1, là 2, et puis 3, quand je renvoie 1, 2, 3, les trois relations dans celle-ci, eh bien je retrouve U qui est égal à quoi? Qui est égal à RI plus L d de I sur dt plus Q sur C. Mais là, il y a un petit problème. Le problème, c'est que nous devons essayer de retrouver cette équation différentielle en fonction de l'intensité. Du coup, je voudrais revenir là pour montrer qu'avec le sens de circulation du courant, eh bien, l'intensité I, c'est égal à D de Q sur dt parce que le condensateur est en train, on peut considérer qu'il est en train de se charger. Alors, I, c'est égal à D de Q sur dt. Il nous faut nécessairement retrouver Q en fonction de l'intensité. Cela nous amène à avoir dQ égale à I dt. Là, c'est une relation mathématique qui apparaît. Q sera égal à l'intégrale de I dt. Je ne m'intéresse pas aux bornes d'intégration et finalement, U va me faire RI plus L DI sur dt plus alors, je remplace Q par son expression. Je n'oublie pas qu'il y a la capacité qui est au dénominateur. 1 sur C intégrale I dt. Voilà donc l'équation différentielle qui régit le fonctionnement de ce circuit RLC. Alors la résolution de cette équation différentielle nous amène à faire quoi? Nous amène simplement à remplacer dans cette équation différentielle I par son expression et à agir en même temps sur chacun de ces thèmes. Parce que ici, nous allons dériver I par rapport au temps et là, nous allons passer à l'intégration de l'intensité. Eh bien, ceci nous donne, il faut qu'on rappelle que l'expression de la tension aux bornes du GBF, c'est bien là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ramène l'équation différentielle là. Voilà, plus LI DI sur dt plus 1 sur C. Voilà, intégrale I de t. J'essaie de retrouver chacun de ces termes. R fois I, j'ai I ici, donc R fois I me fait R I max cosinus oméga t. J'ai fini avec le premier thème. Deuxième thème, L d de I sur dt. Eh bien, L d de I sur dt me fait quoi? Ça me fait L multiplié par la dérivée de l'intensité. Et la dérivée de l'intensité, vous savez, revient à dériver en fait cosinus oméga t à laquelle l'expression sera multipliée par I max. Donc, quand je dérive, je ne suis pas obligée de mettre encore dérivée. Donc, quand je veux dériver directement, quand je dérive, je retrouve, je mets alors une parenthèse, I max
La dérivée de cosinus oméga t fait sortir oméga précédé d'un si moins. Donc là, j'ai moins oméga I max sinus oméga t. L d de I sur dt me donne donc moins L oméga I max sinus oméga t. Mais je ne peux pas passer tout de suite au dernier thème parce que dans cette expression apparaît plutôt sinus. Remarquez que dans l'expression de la tension au borne du générateur, nous avons cosinus. Donc pour résoudre, n'est-ce pas, cette équation différentielle, il faudrait que dans chaque thème, on ait cosinus. Cela nous amène alors à transformer moins sinus oméga t en cosinus. Et comme nous avons déjà vu vous avez vu dans les notions mathématiques, eh bien, moins sinus oméga t, c'est égal à cosinus oméga t plus pi sur 2. Du coup, L d de I sur dt va nous donner L oméga I max cosinus oméga t plus pi sur 2. Enfin, le dernier thème, 1 sur c intégrale de I de t, mais je vais plutôt m'intéresser d'abord à l'intégration de l'intensité instantanée. Alors, l'intégration de l'intensité instantanée va nous donner, je recopie l'expression de I, de l'intensité, ça me fait I max cosinus oméga t, la variable c'est t, c'est le temps dt. Et qu'est-ce que ça va me donner? Intégrer une fonction, c'est retrouver en fait sa primitive. Et ici, comme I max est une constante, je peux sortir la constante de l'intégration. Et quand je sors la constante de l'intégration, eh bien, j'ai cosinus oméga t et dt. Eh bien, je me pose la question de savoir quelle est donc cette fonction-là dont la dérivée me donne cosinus oméga t. Et mathématiquement parlant, la fonction dont la dérivée me donne cosinus oméga t, c'est bien 1 sur oméga sinus oméga t. Si on le comprend ainsi, j'applique 1 sur oméga sinus oméga t. Bien évidemment, je vais ajouter une constante. Mais ici, je considère que au début du fonctionnement de ce circuit, il n'y avait pas de charge. Et donc, s'il n'y avait pas de charge, c'est que cette constante-là va me donner 0. Finalement, I dt, c'est égal à I max sur oméga, parce que ceci va rentrer dans les parenthèses, sinus oméga t. Et là encore, c'est gênant d'avoir sinus oméga t dans l'expression. Il me faut transformer le sinus en cosinus. Et mathématiquement, puisque on dispose d'outils mathématiques, sinus oméga t transformé en cosinus me donne cosinus oméga t moins pi sur 2. Alors, 1 sur c I dt, l'intégration de I dt, va conduire à, lorsque je remplace, eh bien, cela conduit à I max. J'ai oméga au dénominateur, j'ai c aussi au dénominateur, c oméga cosinus oméga t moins pi sur 2. Alors, je remplace tout ceci dans
l'équation différentielle de départ et ça me ramène à. Ça me ramène à. Pendant que je remplace aussi U par son expression que voici. Cela va conduire à U max, bien long, cosinus oméga t plus phi. RI, c'était R I max cosinus oméga t. LI, c'était L oméga I max cosinus oméga t plus pi sur 2. Donc j'ajoute le dernier terme qui fait 1 sur I max plutôt C oméga cosinus oméga t moins pi sur 2. Et qu'est-ce que je fais? Je voudrais rappeler que nous avons parlé de la notion d'impédance qui était le rapport de l'intensité, de la tension maximale par l'intensité maximale, ce qui est encore égal à U efficace sur I efficace. Je ne vais pas manquer de le rappeler. Je divise à présent les deux termes, les deux membres par l'intensité maximale. Et quand je divise les deux membres par l'intensité maximale, vous comprenez alors que diviser le tout par I max me donne I max ici, cosinus oméga t plus phi, alors l'intensité maximale disparaît d'ici, R cosinus oméga t plus L oméga cosinus oméga t plus pi sur 2, plus alors 1 sur C oméga cosinus oméga t moins pi sur 2. Et je remplace, parce que je l'ai rappelé ici, ce rapport conduit à Z, cosinus, voilà, Z, cosinus oméga t plus phi, ce qui fait R cosinus oméga t plus L oméga cosinus, voilà, oui, oméga t moins pi sur 2. Nous arrivons maintenant à l'étape de la résolution à partir de la construction de Fresnel. Alors, je vais associer à chaque thème un vecteur. À ce thème, j'associe un vecteur V tel que la norme me donne le thème qui multiplie cosinus oméga t plus phi, donc j'ai Z, tel que la direction de ce vecteur formera avec l'axe, un axe horizontal que nous allons représenter tout à l'heure, qui est considéré comme étant l'axe des phases. Donc la direction de ce vecteur avec l'axe des phases me donne la grandeur ou le thème qui s'ajoute à oméga t. Donc ici, j'ai phi. À ce thème également, je vais associer un vecteur V1 tel que la norme me donne R, eh bien, sa direction avec l'axe des phases, ici, c'est 0. Parce que j'ai dit qu'il faut ajouter, qu'il faut prendre plutôt le thème qui s'ajoute à oméga t. Donc ici, nous avons 0. Au vecteur V2, à ce thème, nous allons associer un vecteur V2 tel que la norme me donne L oméga et sa direction avec l'axe des phases, c'est égal à pi sur 2. Et enfin, au dernier thème, on va associer le vecteur V3 tel que sa norme égale à 1 sur C oméga. Il formera avec l'axe des phases un angle que nous notons moins pi sur 2. Il est donc clair que V vecteur sera égal à V1 plus V2 plus V3. Nous allons passer
à la représentation de Fresnel. Eh bien, pour passer donc à la représentation de Fresnel, je voudrais quand même faire remarquer ceci. Regardez, l'angle que le vecteur V2 forme avec l'axe des phases, c'est pi sur 2. Donc dirigé vers le haut parce qu'on aura choisi un sens positif qui est le sens trigonométrique. Donc ce vecteur sera dirigé vers le haut. Quand je considère le vecteur V3, je constate que le vecteur V3 va former avec l'axe des phases un angle de moins pi sur 2. Ça veut dire donc que le vecteur V3 sera dirigé vers le bas. Du coup, on se rend compte que les deux vecteurs V2 et V3 seront collinéaires dirigés en sens contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais essayer de les mettre ensemble. Et donc, il faut que je rappelle aussi ceci. Si les deux sont collinéaires, orientés en sens contraire, ce qui m'intéresse au niveau de ces deux vecteurs-là, c'est la résultante. Et la résultante est basée sur quoi? La résultante de ce vecteur sera donc dirigée dans le sens du vecteur qui a la longueur la plus grande. Donc, je les mets ensemble et je commence donc. Mais avant, je pose une condition. La première condition, c'est quoi? Si la longueur de ce vecteur V2, qui est L oméga, est supérieure à la longueur de ce vecteur V3, qui est 1 sur C oméga, que peut-on obtenir comme représentation de Fresnel? Je représente l'axe des phases, qui est l'axe horizontal. Donc ça, c'est axe des phases. D'accord? Je commence donc par représenter V1. V1, mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas vraiment la notation de ces vecteurs. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la norme de chacun de ces vecteurs-là. Sa norme, c'est R. L'angle formé, c'est un angle nul. Donc, V1 sera confondu avec l'axe des phases. Je fais donc ma représentation comme suit. Voilà. Je porte là-dessus sa norme qui est R. Je passe maintenant à V2. V2, justement, formera avec l'axe des phases un angle de 90 degrés. Donc, normalement, pour faire ceci, je représente à partir d'ici vers le haut. Mais puisqu'il s'agit de la construction de Fresnel, nous allons faire une translation. On va transposer, translation, oui, c'est le terme en mathématiques. On va faire une translation, donc déplacer, n'est-ce pas, ce vecteur que nous allons mettre à l'extrémité de celui-ci, mais conservant son sens, sa direction et sa norme. Donc là, j'ai le deuxième vecteur, L oméga. Le troisième vecteur, V3, il est dirigé vers le bas, mais il faut rappeler que 1 sur C oméga est plus petit que L oméga. Normalement, je dois partir d'ici et tirer vers le bas. Et là aussi, je fais une translation, je déplace jusque là. Et comme ce vecteur-là a une longueur plus grande, j'agis en même temps pour pouvoir trouver la résultante retrouver la résultante de ces deux. Donc, je déplace en fait le vecteur V3 de façon à ce que son origine coïncide avec l'extrémité de V2. Et puisqu'il est plus petit, eh bien, j'ai quelque chose comme ça, avec bien entendu la norme 1 sur C oméga. Eh bien, la résultante de ces trois vecteurs qui représentent V, dont la norme c'est Z, sera représentée comment? En essayant simplement de joindre l'origine de ce vecteur et l'extrémité du vecteur résultant. Ça me donne donc ceci. Et là, je mets la flèche. Ça, c'est le vecteur résultant. La norme, c'est Z. Je mets donc Z ici. Et puisque le vecteur forme avec l'axe des phases l'angle phi, c'est un angle orienté, il ne faut pas l'oublier.
Donc, je l'oriente comme ça. J'ai donc phi. Le sens positif, c'est le sens trigonométrique. On comprend donc que dans ce cas, phi est supérieur à 0. Et phi ici, il faut que je le rappelle, phi en fait représente le déphasage entre la tension aux bornes du générateur et l'intensité du courant. Donc ce déphasage, c'est en fait une différence entre les deux phases instantanées. Donc cosinus oméga t plus phi moins oméga t me donne phi. Donc phi représente ici le déphasage entre U et I. Et puisque la phase, le déphasage avec cette première considération est positive, on peut donc dire que la tension aux bornes de tout le circuit, aux bornes du générateur, donc, est en avance de phase sur l'intensité. Et ça, cela se voit très bien. Ce vecteur au-dessus de celui-ci qui est en fait relatif à la tension aux bornes du conducteur ohmique, mais puisque la tension aux bornes du conducteur ohmique et l'intensité sont proportionnelles, on peut donc confondre ceci avec l'intensité, avec l'axe des intensités. Donc, on voit clairement que la tension est en avant de phase sur l'intensité. Deuxième cas. Le deuxième cas, c'est lorsque L oméga est inférieur à 1 sur C oméga. Je me permets de nettoyer rapidement le haut pour remonter. Vous verrez donc que ça ira très vite. Parce que si L oméga est inférieur à 1 sur C oméga, vous comprenez avec moi ce qui va se passer. L oméga gardera bien sûr sa position, mais 1 sur C oméga sera plus long et donc sera tiré vers le bas. Ça va nous donner exactement l'axe de phase. Voilà, nous avons R ici, L oméga qui est toujours à sa place, 1 sur C oméga qui cette fois-ci sera plus long, L oméga là, 1 sur C oméga qui sera plus long. Voilà donc 1 sur C oméga. Et la résultante, puisqu'il faut joindre l'origine à l'extrémité, eh bien voilà ce que donne la résultante. Nous avons le vecteur résultant avec le déphasage cette fois-ci qui est négatif. Et puisque le déphasage est négatif, eh bien on dira que la tension U est en retard de phase sur l'intensité. En retard de phase sur l'intensité. Et un dernier cas, très rapidement, lorsque L oméga est égal à 1 sur C oméga, eh bien, nous allons avoir cette construction de Fresnel des impédances, je le signale, eh bien, cela va nous donner, là c'est toujours l'axe des phases, on a, voilà, R là, les deux ont pratiquement la même longueur, mais ils gardent toujours la même direction et le même sens. Donc ici, j'ai L oméga, 1 sur C oméga, à côté, 1 sur C oméga. Il faut rendre distincts les deux vecteurs. Voilà, L oméga, 1 sur C oméga. Et finalement, puisque les deux se compensent exactement, qu'est-ce qui reste? Il ne reste que la résultante. Et il ne reste que la résultante du conducteur ohmique, donc l'impédance, voilà, de tout le circuit, je le représente là. Et on peut donc comprendre que U et I sont en
phase. Ici, U est en avance de phase sur I. Il était donc très important pour moi de rappeler tout ceci avant de répondre à la question du jour, la détermination de ce dipôle-là. Donc, je reviens rapidement ici. Alors, la préoccupation par rapport à ce circuit, c'est de rechercher la nature de ce dipôle que vous voyez là, qui est en série avec le conducteur ohmique et l'ensemble alimenté par ce générateur. Et de trouver également la tension, l'expression de la tension U, l'expression de I de T et la caractérisation de ce dipôle. Alors, avec le branchement qui est fait, on a pu observer un oxyogramme que voici. Aucune précision n'a été donnée sur l'oxyogramme. Mais nous savons quand même que sur la voie Y1, on veut visualiser la tension aux bornes du GBF. Et la voie Y2, on veut visualiser la tension aux bornes du conducteur ohmique. Qu'il vous souvienne qu'avec le développement qui est là, on sait quand on peut avoir une tension en avance de phase sur l'intensité du courant et une tension en retard de phase sur l'intensité. C'est vrai qu'il y a des sous-cas que je devrais aborder. Le cas où, dans le circuit, je n'ai que le conducteur ohmique et la bobine. Et un autre cas où je n'aurai que le conducteur ohmique et le condensateur. Mais on peut quand même se retrouver à partir des constructions de Fresnel qui se retrouvent là. Alors, avec la construction, avec l'oxyogramme, en premier lieu, il nous faut d'abord identifier la courbe qui représente la tension visualisée sur la voie Y1 et celle qui représente la tension visualisée sur la voie Y2. Voici les informations dont on dispose. Nous avons l'expression de la tension. On nous a dit, et ce qui est très important, je marque, voilà, ça c'est très important pour cette question-là. Ce n'est pas pareil dans tous les exercices. On nous a dit que sur les deux voies, on a la même sensibilité. Même sensibilité sur les deux voies. Qu'est-ce qu'il faut donc comprendre par là? Je garde les trois constructions de Fresnel pour rappeler que si nous devons aller chercher l'impédance, l'expression de l'impédance à partir de cette construction, eh bien l'impédance va nous donner, en s'appuyant sur le théorème de Pythagore, ça nous fait le côté, l'hypoténuse, le carré de l'hypoténuse, qui est ici Z, voilà, égal à la somme des deux carrés. Ici, nous avons R. Et là également, ce côté nous intéresse. Et ce côté, c'est en fait quoi? Ce côté, c'est L oméga moins 1 sur C oméga au carré. On peut me dire 1 sur C oméga moins L oméga, mais tout compte faire, c'est élevé au carré, donc le problème ne se pose pas. Alors, l'impédance Z, c'est égal à R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga. Alors, très rapidement, regardez, quand il s'agira d'un circuit où nous n'avons que le conducteur ohmique et la bobine, je reste là, le conducteur ohmique et la bobine, constatez avec moi que cette portion-là va disparaître. Et si cette portion disparaît, pour le cas du circuit RL, je le rappelle très rapidement avant de continuer, nous allons donc avoir quelque chose comme ça. On aura R, vous avez L oméga, voilà, et puis ça. Avec le déphasage qui montre toujours que dans ce cas, la tension est en avance de phase sur l'intensité. L'expression de l'impédance, Z au carré, ce côté au carré, plus celui-ci, alors Z me fait racine carrée de R au carré plus L oméga au carré. Et quand il s'agira d'un circuit
RC, eh bien, lorsque je viens là, quand il s'agira d'un circuit RC, eh bien, le vecteur représentatif de L oméga va disparaître parce que nous n'avons pas de bobine dans le circuit. D'accord? Et donc, si ça disparaît, il va falloir déplacer, représenter, puisqu'il forme avec l'horizontale un angle de moins 90 degrés, eh bien, je le déplace là. Et qu'est-ce que je retrouve comme construction? J'ai toujours R là, que je veux bien mettre plus haut. J'ai 1 sur C oméga. Et voilà ce que me donne la représentation de Fresnel avec phi négatif, phi inférieur à 0. D'accord? Voilà ce que ça va me donner. Et l'impédance qui sera égale ici à, puisque c'est toujours l'hypoténuse que je vais élever au carré, la somme des carrés de ces deux côtés, R au carré plus 1 sur C oméga au carré. Je rappelle que ici le déphasage est négatif, donc la tension est en retard de phase sur l'intensité. Ici, le déphasage est positif, la tension est en avance de phase sur l'intensité. Donc voilà ce qu'on retient pour ces deux sous-cas. Et je reviens maintenant sur cet exercice pour déterminer la nature de ces dipôles. Alors, comme je le disais, il faudrait qu'on attribue à chaque voie une courbe. Et comme on m'a dit que les deux ont la même sensibilité verticale, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais donc essayer de comprendre, sinon de comprendre tout court, que la petite, il y a effectivement une petite courbe et une grande, la petite courbe qui est grand A et la grande qui est grand B. Et il faut comprendre que à sensibilité verticale identique, la grande courbe est toujours attribuée à la tension aux bornes du générateur et la petite à la tension aux bornes du conducteur ohmique pour le cas d'espèce. Et cela se comprend. Cela se comprend parce que lorsque, voilà, cela se comprend parce que la tension aux bornes du générateur, la tension efficace aux bornes du générateur, j'avais dit U égale Z égale à U sur I. Cela m'envoie à UI. Or, la tension efficace aux bornes du générateur, pour l'obtenir, eh bien, je considère, Z ici représente l'impédance de tout le dipôle. Et dans tout le dipôle, c'est y compris le conducteur ohmique et puis le dipôle dont on veut déterminer la nature. Donc, on peut déjà comprendre, pour l'instant, je ne peux pas écrire l'expression de Z, mais pour ce qui concerne l'impédance du conducteur ohmique, j'ai UR sur I, ça m'amène donc à avoir UR égale à ZR fois I. Mais comme il s'agit seulement du conducteur ohmique, eh bien, tous les thèmes qui se rattachent aux autres dipôles vont disparaître. Donc, il ne restera que la résistance du conducteur ohmique. Cela m'amène donc à dire que ZR, c'est égal à R. Donc, vous comprenez avec moi que si ce thème-là n'est constitué que de la résistance du conducteur ohmique et que dans l'impédance de tout le circuit, non seulement j'ai R, mais j'ai également les autres thèmes, on peut comprendre que ZR est plus petit que Z. Si ZR est plus petit que Z et que je me mets à multiplier les deux thèmes par l'intensité efficace, eh bien, je vais retrouver ZR fois I égale à Z, voilà, fois I. Or, ZR fois I me renvoie ici. Ça fait la tension efficace au bornes du conducteur ohmique. Et là, j'ai, voilà, ça c'est une inégalité. En multipliant les deux membres par une quantité positive, le sens de l'inégalité ne change pas. Donc, ça me fait UR qui est inférieur à la tension efficace
au borne du générateur. Du coup, je retrouve la tension maximale au borne du conducteur ohmique qui est inférieure à la tension maximale au borne du générateur. Mais puisque les deux ont la même sensibilité verticale, eh bien, en appliquant cette même sensibilité verticale, je vais déboucher sur la longueur représentative de la tension maximale. On peut donc comprendre que la longueur représentative de la tension, le nombre de divisions ou la longueur, je peux parler en ces termes, représentative de cette tension efficace sera plus petite que celle liée à la tension maximale au borne du générateur. Par conséquent, lorsqu'on vous dit que les deux ont la même sensibilité verticale, ce n'est que dans cette seule condition que vous pouvez comparer les deux longueurs. Quand les deux ont la même tension sur les deux voies, vous avez la même sensibilité verticale, eh bien, considérez que la grande courbe représente celle au borne du générateur. Alors, s'il en est ainsi, on peut donc considérer que la courbe B, on peut considérer que la courbe B, qui est la plus grande, courbe B, d'accord, sera associée à la tension au borne du générateur et la petite courbe, qui est la courbe A, cette petite courbe-là, sera associée à la tension au borne du conducteur ohmique. Du coup, l'attribution est faite. Maintenant, j'observe les deux courbes. Lorsque j'observe les deux courbes, je me rends compte qu'effectivement, les deux sont déphasés. Les deux sont déphasés, donc il y a une courbe, il y a une tension qui en avance de phase sur l'autre. Et comment est-ce qu'on arrive à trouver la courbe qui en avance de phase sur l'autre? Eh bien, c'est celle-là qui atteint plus tôt sa valeur maximale, ou bien qui s'annule plus tôt. Alors, si je considère le premier cas, la courbe qui atteint plus tôt sa valeur maximale en un temps donc très réduit, je me rends compte que cette petite courbe-là atteint plus tôt, puisque ceci, cet axe symétrique, représente l'axe des temps, eh bien, on se rend compte que au bout d'un temps très réduit, eh bien, la petite courbe atteint plus tôt sa valeur maximale. Ça veut dire donc que la petite courbe A est en avance de phase sur la courbe B. Mais la courbe A été attribuée à la tension au borne du générateur. Et la courbe A plutôt a été attribuée à la tension au borne du conducteur ohmique et la courbe B attribuée à la tension au borne du générateur. On peut donc par conséquent dire que la tension UR est en avance de phase sur la tension. Mais puisque UR c'est égal à RI, UR est proportionnel à l'intensité. Lorsqu'on regarde la tension au borne du conducteur ohmique, eh bien cette tension renseigne, cette variation de la tension renseigne en même temps sur la variation de l'intensité. On peut donc en déduire que I est en avance de phase sur la tension. Alors, si I est en avance de phase sur la tension, que peut-on donc dire à propos de la nature du dipôle que voici? Nous avons vu différents cas tout à l'heure. On a vu différents cas, mais puisque nous voulons trouver la nature du dipôle, il y a deux propositions qui nous ont été faites. La première proposition, c'est que le dipôle est une bobine. Et la bobine est non résistive. Donc, c'est une inductance pure. Et la deuxième proposition, c'est que le dipôle
est un condensateur. Si on se réfère à ces deux propositions et au vu de tout ce qui a été fait, on peut donc dire quoi? Regardez, les cas d'études sont encore au tableau. Pour le circuit RC, nous avons la tension qui est en retard de phase, donc l'intensité est en avance de phase sur la tension. Et pour ce cas-ci, où nous avons un circuit RLC, eh bien, l'intensité est en avance de phase sur l'intensité et sur la tension. Mais lorsqu'on observe les deux propositions qui nous ont été présentées, on ne peut pas considérer que le dipôle puisse être une bobine, parce qu'avec une bobine simple associée en série avec le conducteur ohmique, voilà ce que nous avons eu, où la tension est en avance de phase sur l'intensité. Du coup, cette possibilité ou cette hypothèse est écartée. Qu'est-ce qui nous reste? Il ne nous reste que ça. On peut donc conclure que le dipôle est un condensateur. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire dans ce cas d'espèce pour retrouver la nature du dipôle. Maintenant, nous allons passer à l'expression de U de T et I de T. Pour retrouver l'expression de U de T et de I de T, qu'est-ce qu'il faut faire? L'information que nous avons reçue, c'est que U de T, c'est égal à U max cosinus oméga T. Il ne nous reste donc qu'à chercher U max. Et pour chercher U max, on sait déjà la courbe qui est associée à la tension au bornes du générateur, c'est la courbe B. Donc là, c'est en fait U. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous allons utiliser la sensibilité verticale. Cette sensibilité verticale, SV, puisque les deux voies, au niveau des deux voies, la sensibilité verticale est commune, eh bien, je ne fais pas la démarcation. J'ai SV multiplié par le nombre de divisions. Le nombre de divisions, ce nombre de divisions sera vu à partir de l'axe symétrique. Donc, à partir de cet axe symétrique qui est représenté en trait rouge, je commence donc par compter à partir d'ici. Ça me fait une division, 2 divisions, 3 divisions, 4 divisions. La sensibilité verticale, c'est 5 volts par division. Donc, j'ai alors 5 volts par division multiplié par le nombre de divisions qui me fait 4. Donc, U max, c'est égal à 20 volts. Puis après, je m'intéresse à oméga. Oméga ici, c'est égal à 2pi sur la période T. Or, la période T, c'est la sensibilité horizontale fois le nombre de divisions, ce qui conduit à 2pi sensibilité horizontale fois le nombre de divisions. Eh bien, oméga, c'est égal à 2pi. Je cherche le nombre de divisions que couvre une période. Alors, en considérant les deux courbes, les deux ont la même période. En considérant donc puisque les deux ont la même période, l'une ou l'autre m'intéresse, quand je prends donc cette courbe-là, eh bien, son allure me permet de constater que la période, la distance sur laquelle ou le nombre de divisions sur lesquelles se retrouve la période s'étend d'ici et s'arrête là. Donc, je commence par compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait 8 divisions. Donc, j'ai la sensibilité verticale qui fait 2 millisecondes par division. C'est en millisecondes. Je dois convertir cette sensibilité qui est en millisecondes par division en secondes par division. Et 2 millisecondes, ça me fait 2 10 exposant moins 3 fois le nombre de divisions, 8, ce qui correspond alors à quoi? Ce qui correspond, je simplifie les deux, 10 exposant moins 3 remonte, ça fait 10 exposant 3.
10 et 63, ça fait 1000. Divisé par 8, je crois que ça doit faire 125. 125. Si le calcul est bien fait, oui, 125 pi radians par seconde. Donc, je peux maintenant, oui, il y a phi, c'était phi plus phi. Je dois aller déterminer phi, le déphasage. Alors, le déphasage, la valeur absolue du déphasage, c'est 2pi L sur grand L. L qui représente le décalage spatial entre les deux, dont la distance, le nombre de divisions entre ces deux points d'annulation, par exemple, ou entre ces deux crêtes positives. Eh bien, je constate que le décalage spatial ici, c'est une division. Eh bien, ça me fait la valeur absolue de phi qui fait 2pi fois une division. Le tout, grand L, c'est le nombre de divisions que couvre la période. Nous l'avons déjà cherché tout à l'heure, qui était égal à 8. Donc, sur 8, finalement, la valeur absolue de phi me fait pi sur 4, pi sur 4 radians. Ceci ne représente pas encore phi parce que c'est la valeur absolue. Nous avons remarqué, on l'a dit, que I est en avance de phase sur U. Ça veut dire que U est en retard de phase sur I. Et si U est en retard de phase, ça veut dire que le déphasage sera négatif. D'où phi égale à moins pi sur 4. Je peux alors écrire l'expression de la tension aux bornes du générateur U de T qui me fait alors 20, d'accord, cosinus, c'est 125 pi, je n'oublie pas T, phi qui fait moins pi sur 4. Et comme il s'agit de la tension, eh bien, elle sera exprimée en volts et je souligne pas à main levée, mais avec l'instrument adéquat. Et qu'est-ce qui reste? Il reste I de T à trouver, l'expression, puisque le déphasage se retrouve dans l'expression de la tension, eh bien, I de T, c'est I max cosinus oméga T. Qu'est-ce qui me reste à chercher? C'est juste I max, parce que j'ai déjà l'expression de oméga. I max, à chaque fois que je veux déterminer l'intensité efficace, il n'y a rien à faire, je me réfère à la tension aux bornes du conducteur ohmique. Aux bornes du conducteur ohmique, parce que ce n'est jamais une intensité qui est visualisée, c'est toujours la tension qui est visualisée. Donc ici, j'ai UR max, puisque UR égale à I, UR égale à RI, UR max, c'est égal à R I max. Je peux alors tirer I max, qui me fait UR max sur R. UR max, c'est égal à la sensibilité verticale fois le nombre de divisions. Eh bien, je retrouve la sensibilité verticale qui m'a été donnée, c'est 5. Le nombre de divisions, c'est la petite courbe qui représente la tension aux bornes du conducteur ohmique. Le nombre de divisions que couvre la tension maximale, le sommet, c'est là. Donc, je compte à partir d'ici 1, 2, 3 divisions. Ce qui me fait donc fois 3, soit 15. Soit 15. Voilà, I max. Je remplace SV fois le nombre de divisions sur R pour trouver directement, sans passer par des calculs intermédiaires. Donc, j'ai tantôt, je disais 5 fois 3, la valeur de R, c'est 10. Et on convient de ce que I max, c'est égal alors à 1,5 ampères. Donc, I de T, c'est égal à 1,5 cosinus. Oméga, c'est 125 pi T. Et tout ceci est en ampères. Et là également, je souligne pour donner le bon exemple. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut le faire avec l'instrument approprié. Donc, voilà un peu l'expression de la tension aux bornes du générateur
et celle de l'intensité du courant qui circule à travers le circuit. Et rapidement, puisque nous avons déjà identifié, on a identifié la nature du dipôle qui est un condensateur, eh bien c'est très rapide pour retrouver sa caractéristique. Nous n'avons qu'à rechercher que la capacité parce que le condensateur est caractérisé par sa capacité. Qu'est-ce que je fais? Je rappelle tout simplement et très rapidement que la construction de Fresnel que nous avons retenue tout à l'heure, pour le cas d'un circuit RC, se représente donc comme suit. J'ai la résistance R, j'ai ici le vecteur associé à la tension aux bornes, à la tension aux bornes du condensateur puisque le développement a été fait précédemment. J'ai là Z, le déphasage phi qui est là. Eh bien, pour chercher la capacité, je me réfère à cette construction de Fresnel des impédances pour constater simplement que tangente phi, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Ce côté opposé, c'est 1 sur C oméga. Mais remarquez que le déphasage est négatif. Puisque c'est négatif, tangente phi aussi est négatif, puisque nous sommes dans le quatrième cadran, eh bien, si j'évolue dans le sens négatif, ça fait le premier cadran, mais dans le sens contraire à celui trigonométrique. Cela nous amène donc, puisque ceci est négatif, à avoir 1 sur C oméga, côté adjacent R. Je retrouve donc 1 sur R moins 1 sur RC oméga. Ça, c'est tangente phi. Et donc, je peux tirer C. La capacité qui va me faire moins 1. C'est juste une permutation que je vais faire puisque les deux se retrouvent dans une position qui me permet de faire cette permutation-là. Donc, tangente descend, cosinus revient à la place de tangente phi. Eh bien, ça me fait donc R. Je maintiens oméga en place. Tangente phi. Mais si c'est compliqué, on peut faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens pour tirer plus facilement l'expression. Et ça, c'est l'expression qui va me permettre de calculer la capacité. Et très rapidement, je peux donc effacer ici pour continuer juste là. Eh bien, la capacité qui permet de caractériser le dipôle sera calculée comme suit. J'ai R. L'application numérique me permet de remplacer R par sa valeur, qui est 10. Oméga, c'est 125 pi. Tangente phi. Phi, nous l'avons trouvé égal à pi sur 4. Pi sur 4. En réalité, pi sur 4 en degrés, ça fait 45 degrés et la tangente donne 1. Mais nous pouvons laisser ça comme ça dans l'application, dans l'opération qui est posée, moins pi sur 4. Voilà. Alors, après calcul, combien on trouve? On trouve 2,510 exposants moins 4 farad. L'application numérique, je souligne de 2 traits. Donc voilà la valeur de la capacité du condensateur qui caractérise le dipôle dont on a déterminé la nature. Ce sera tout pour le cours d'aujourd'hui que je vous remercie d'avoir suivi. J'espère qu'il aura été utile pour vous pendant cette période de crise sanitaire. À ce propos, je voudrais vous inviter à respecter scrupuleusement les règles de sécurité sanitaire pour éviter la propagation de ce virus. Merci.